Bonjour à tous. Donc je vais essayer de présenter quelques éléments sur l'intelligence artificielle avec des questions logiques qui se posent, des questions d'éthique également. Donc l'intelligence artificielle est assez liée dans son histoire au développement de la logique et on peut suggérer aujourd'hui que dans son histoire future, elle rencontrera de plus en plus les questions d'éthique. Alors l'intelligence artificielle, comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile à définir. Dans un ouvrage de Ligacon, on a une douzaine de définitions à peu près de l'intelligence artificielle. Certains, même dans un ouvrage récent, comme celui de Julia, prétendent que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Voilà, qu'éventuellement, il y a une intelligence augmentée, mais pas à proprement parler une intelligence artificielle. Alors, si on n'arrive pas à définir avec exactitude ce qu'est l'IA, on peut au moins essayer de dire ce qu'elle vise. L'objectif de l'intelligence artificielle est à long terme de faire effectuer par un système informatique tout ce que peut faire l'homme en matière de raisonnement. Hein, c'est une définition aussi parmi d'autres des objectifs de l'IA selon quelqu'un comme L'Oréal. Alors ici, je voudrais essayer de défendre, disons, deux approches différentes de l'IA qui tournent autour de la notion de pluralisme rationnel, une approche externe et une approche interne. Alors je me situe ici dans une approche qui se réclame du pluralisme rationnel en l'occurrence, selon lequel il existe plusieurs formes et contenus de rationalité, et non une rationalité unique, par exemple celle de la science. Donc on peut parler d'une rationalité scientifique, d'une rationalité morale, et même d'une rationalité artistique, de cette manière, chacune ayant ses enjeux et ses valeurs propres, le vrai et le faux, le bien et le mal, le beau et le laid, etc. Donc à partir de là, deux approches de pluralisme rationnel sont possibles si l'on considère le rapport de la logique à l'éthique. Donc une approche externe, où l'IA utilise des outils et des modèles de logique pour son développement, et dès lors, la perspective de l'éthique est externe au domaine logique. Et une approche interne, où l'IA utilise des outils et des modèles de la logique pour son développement, et dans ce cas-là, la perspective de l'éthique est interne au domaine logique. L'approche 2, donc interne, pose un certain nombre de problèmes pour une conception classique de la logique qui est centrée depuis ses origines sur le vrai et sur la science et la connaissance. C'est ce que personnellement j'appelle l'aléiotropie et l'épistémotropie de la logique, c'est-à-dire le fait que dans son histoire, elle a eu tendance à se centrer sur la vérité et sur la science. Alors tout d'abord, l'approche externe du pluralisme rationnel, avec ici quelques idées principales. Tout d'abord, cette idée selon laquelle la division entre logique et éthique est ancienne, et elle s'inscrit dans une division tripartite de la philosophie, qui est divisée depuis l'Antiquité en logique, doctrine du raisonnement, de la raison, éthique, doctrine des mœurs, et physique, doctrine de la nature. Et cette division entre logique et éthique s'est maintenue jusqu'à nos jours, de Kant, qui la reprend au XVIIIe siècle, jusqu'à Dewey, 19e, 20e siècle. Et en effet, même quelqu'un comme Dewey, qui est un philosophe contemporain, reprend cette division avec d'un côté un ouvrage de logique qu'il écrit en 1938 et un ouvrage sur l'éthique qui est à peu près à la même époque. Mais à la différence de Kant, Dewey tente de penser le passage de la statique à la dynamique de l'enquête, donc il y a tout de suite une portée beaucoup plus dynamique dans la conception que Dewey se fait de la logique, donc comme théorie de l'enquête, selon ses propres termes. Et aussi, disons, un effort pour penser les relations entre théorie et pratique, ou si l'on préfère, entre science, morale et société, deux domaines, ou trois domaines qui ont été pas mal séparés dans l'histoire de la philosophie. C'est ainsi que dans le schème de l'enquête, que Dewey appelle inquiry, qu'on pourrait disons, associer à la notion de recherche, voire par extension à cette innovation, il fait la différence entre l'enquête scientifique, l'enquête morale et l'enquête sociale, par exemple. Quels que soient les mérites, je dirais, de l'approche de Dewey, il faut néanmoins admettre que dans la dynamique de la recherche et de l'innovation, les problèmes se posent dans la relation que l'on a à l'objet, qui peut avoir des sens multiples, mais aussi dans les conflits de rationalité entre rationalité scientifique et rationalité morale, par exemple, comme le suggère l'éthique de la technologie. Alors pour dire juste quelques mots sur John Dewey, donc ce philosophe américain qui est un des pères fondateurs d'un des courants majeurs de la philosophie américaine qui s'appelle le pragmatisme. Comme j'ai dit, il sépare ces deux domaines de la logique et de l'éthique.
La logique concerne donc les principes et les règles de la méthode de l'enquête scientifique. L'éthique concerne les principes et les règles de méthode de l'enquête morale. Donc Dewey distingue plusieurs types d'enquêtes qui correspondent aux différents domaines de rationalité et d'application du raisonnement et du jugement. Donc l'enquête scientifique ou cognitive, qui porte sur une situation de doute sur la vérité et la causalité et provoque l'examen des faits et des conséquences de telle ou telle hypothèse théorique. Donc à chaque fois chez Dewey, dans la matrice ou la chaîne de l'enquête, il y a cette idée selon laquelle nous sommes confrontés à des situations de doute qui nous posent un problème et nous mettons en place une enquête pour essayer de lever cette indétermination et ramener le jugement à confronter à cette incertitude vers une position de détermination du résultat. Mais Dewey, et c'est un petit peu ça qui le rend original à l'époque où il écrit, et encore aujourd'hui d'une certaine manière, dans une perspective dynamique, y compris dans le domaine éthique, puisqu'il théorise aussi la notion d'enquête morale, qui porte sur une situation de doute à l'égard du bien et de la finalité, et provoque l'examen, sous la forme de la délibération, des valeurs et des conséquences de telle ou telle hypothèse pratique. On pourrait également faire le parallèle avec des travaux qui ont été menés un petit peu plus tard par un philosophe des sciences bien connu, Karl Popper, auteur de La logique de la découverte scientifique, qui est un ouvrage disons, majeur de l'épistémologie du XXe siècle. Et Karl Popper nous dit qu'il y a effectivement une dynamique de la science et qu'on ne peut pas, en toute rigueur, considérer qu'on a vérifié des théories, mais simplement qu'on les a falsifiées, c'est-à-dire ou réfutées, on a montré qu'elles pouvaient être fausses, à défaut de montrer en toute rigueur qu'elles sont vraies. Et donc c'est l'idée d'une démarcation que permet ce critère de Popper dans le cours dynamique de la science entre ce qui est une théorie scientifique et ce qui n'est pas une théorie scientifique. À son époque, une théorie scientifique, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Une théorie qui n'est pas scientifique, c'est la théorie des névroses de Freud. Voilà. Parce que justement, elle ne se soumet pas à l'épreuve des tests, voilà, qui sont essentiels dans l'approche logique de la science développée par Popper. Popper, à l'exception de quelques remarques sur la responsabilité des scientifiques, donc d'un point de vue éthique, n'a pas dit grand-chose en fait sur ce que pourrait être l'équivalent d'une recherche morale. Et c'est un travail sur lequel j'ai un petit peu phosphoré il y a quelques années, et j'ai essayé de voir comment on pouvait transférer, en partant du principe que, y compris en morale, il y a du changement, il y a une évolution, des positions, des actions, des pratiques, etc. J'ai essayé de voir ce que pourrait être un critère qui met à l'épreuve, en quelque sorte, les pratiques, et qui permet de faire la différence entre des pratiques qu'on pourrait qualifier de morales et des pratiques qui seraient donc non morales. D'où le critère de refusabilité des pratiques, qui est à mettre un peu sur un pied équivalent, toute proportion gardée, avec le critère de réfutabilité des théories. Et donc il y a cette idée que dans le cours dynamique de la recherche et de l'innovation, on produit des théories scientifiques, on essaie de les mettre à l'épreuve, et à un moment donné, du point de vue des pratiques, nous pouvons rencontrer des questions morales qui nous obligent aussi à mettre à l'épreuve ces pratiques pour voir dans quelle mesure elles sont morales. Et là aussi, on ne peut jamais être sûr qu'une pratique est en toute rigueur totalement bonne, mais on peut essayer au moins de repérer quelle pratique pourrait être jugée mauvaise. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même important de garder à l'esprit que dans la relation que nous avons à un objet, et je prends ici le terme d'objet dans un sens le plus général, nous pouvons avoir en réalité une multiplicité de perspectives, de rationalités qui sont à l'œuvre dans ce rapport que nous avons avec l'objet. Et je dirais que d'une certaine manière, on peut avoir un seul et même objet, mais qui va devenir différent en fonction de la relation, de la perspective, de la rationalité scientifique, morale, sociale, etc., que nous adoptons à l'égard de cet objet. Donc on peut repérer trois grands types de relations qui sont conformes aux grandes divisions entre la rationalité théorique qui relève de la connaissance, pratique ou éthique qui relève de la volonté, et poétique, si je reprends ce vieux terme d'Aristote, qui désigne tout le domaine de la fabrication, de la production et de la création, en l'occurrence ici d'ouvrages ou d'œuvres. Donc qui nous du doigt ce que peut être, disons, la singularité de la technique par rapport aux autres approches, c'est-à-dire une activité humaine qui aboutit à la production de quelque chose qui est extérieur
à son auteur. Alors pour vous montrer à quel point un objet qui a été produit, quelque chose qu'on pourrait appeler un artefact technique, peut avoir une certaine signification, une certaine pertinence du point de vue de l'éthique, je voudrais prendre juste cet exemple. C'est l'exemple de la rampe pour les handicapés. Alors ça, ce n'est pas juste un objet technique, c'est un objet éthique. Mais un objet éthique en ce sens qu'il matérialise dans sa conception et sa structure matérielle un ensemble de choix de société et de valeurs morales. Autrement dit, par rapport à cette idée qui est d'ailleurs assez classique et répandue depuis très longtemps, selon laquelle le domaine pratique de la morale concerne avant tout des actions humaines, n'a rien à voir avec des artefacts ou des dispositifs matériels, je pense qu'aujourd'hui on peut tout à fait s'inscrire en faux contre cette idée-là et considérer que des dispositifs techniques et matériels sont une matérialisation de choix éthiques, de choix de société, matérialisation d'un certain nombre de valeurs sociales et morales qui se trouvent en quelque sorte inscrites dans le dispositif, dans sa structure et ses différentes propriétés. Et ici, effectivement, on aurait pu faire un escalier tout à fait simple, avec donc des marches, mais on fait un escalier incliné pour permettre à des personnes handicapées d'accéder soit à leur domicile, soit à leur lieu de travail, etc. Donc il y a une réification, une matérialisation d'un certain nombre de choix de société dans ce simple dispositif matériel. Ce qui veut dire effectivement que la technique n'est pas neutre du tout, d'un point de vue éthique, bien entendu. Alors vous savez que Léonard de Vinci, c'est certainement le plus grand génie de tous les temps, certainement c'est le temps supérieur à Albert Einstein, parce que Albert Einstein était très fort dans la théorie de la relativité, mais Léonard de Vinci a été très fort dans tout, voilà. Pas simplement en physique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a même été précurseur et visionnaire dans ce que l'on pourrait appeler l'éthique de la technologie, qui s'est fortement développée ces dernières décennies. Et ici, je voudrais vous citer un exemple qui montre bien qu'un objet n'est pas simplement quelque chose qui est considéré selon une rationalité technique, mais également selon une rationalité éthique. C'est l'exemple du scaphandre qui a été inventé par Léonard de Vinci. Nous sommes en 1499. Léonard de Vinci, qui a eu quelques déboires dans la ville de Milan, où il s'était mis au service du duc, mais chassé par les Français qui envahissent Milan à l'époque, va proposer ses services à la ville de Venise, au conseil du Doge. À l'époque, en 1499, la ville de Venise est assiégée par la flotte du sultan turc. Et Léonard de Vinci propose cette invention du scaphandre qui permet à des soldats, une sorte d'armée sous-marine en quelque sorte, d'avancer sous l'eau, dans les eaux de la lagune de Venise, et d'aller percer les coques des navires de la flotte turque. Alors le sultan est appelé, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, vers d'autres théâtres d'opération, et donc cette invention n'a jamais été réalisée concrètement, mais Léonard de Vinci avait tout à fait conçu les plans de cette invention qui a été testée par la suite et qui fonctionne. Mais voici ce qu'il dit, et qui est intéressant selon la perspective d'une éthique de la technologie. Je ne décris pas ma méthode pour rester sous l'eau, ni combien de temps je peux y rester sans manger, et je ne les publie et divulgue pas en raison de la nature maléfique des hommes, qui les utiliserait pour l'assassinat au fond de la mer, en détruisant les navires, en les coulant, eux et les hommes qu'ils transportent. Donc, vous avez toute une démarche très ambivalente d'ailleurs dans plusieurs de ces inventions chez Léonard de Vinci, qui à la fois est tenté par la découverte et l'invention de choses nouvelles, et de ce point de vue-là est un homme tout à fait unique dans l'histoire, de par l'étendue de ses recherches, et qui en même temps est réticent à dévoiler totalement ses inventions du fait de l'image assez négative qu'il a de l'humanité, qui va utiliser ses inventions pour le pire. Alors cette posture assez ambivalente de Léonard de Vinci est celle que nous avons plus ou moins toujours à l'égard de la technologie. Et si on essaie de reconstituer finalement dans une perspective beaucoup plus longue ce qu'est le sens de cette recherche, cette innovation qui aboutit à des productions techniques, on peut dire que dans l'ensemble, le processus de la technique, c'est un processus de médiation et de délégation des fonctions qui jusqu'alors sont le propre des êtres humains. Donc nous avons délégué dans l'histoire, par le progrès technique, des fonctions liées à l'alimentation, la locomotion,
la production, mais aussi la mémorisation, aujourd'hui, la communication, l'information, etc. Donc nous avons des voitures, nous avons des avions qui remplissent cette fonction de locomotion qui jusqu'alors était assurée par la marche. Et nous avons des bibliothèques et maintenant des ordinateurs pour remplir de façon substitutive cette fonction de mémorisation qui jusqu'alors était le propre de l'activité intellectuelle ou spirituelle de l'être humain. Maintenant, si on regarde le sens particulier que peut avoir l'intelligence artificielle à notre époque, dans cette perspective un peu longue que l'on prend sur la technique dans son histoire, on retrouve effectivement cette médiation et cette délégation des fonctions, mais cette fois-ci pour les fonctions supérieures, ou dites supérieures de l'être humain, fonctions de raisonnement, de connaissance, mais pourquoi pas aussi de volonté, si on songe à la décision artificielle, et pourquoi pas, si on en croit certains prophètes de l'intelligence artificielle, ou même du sentiment, le fait que peut-être un jour des cerveaux artificiels pourraient éprouver quelque chose que nous appelons le sentiment. Déjà que pour le raisonnement, la substitution de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle ne va pas sans poser quelques problèmes. Je vous laisse imaginer ce que serait une substitution au niveau du sentiment. Alors un certain nombre de philosophes ont alerté déjà à une époque, disons, relativement ancienne, dans le courant du XXe siècle, sur le risque tout simplement d'une obsolescence de l'homme, c'est-à-dire le fait que l'homme devient dépassé et devient en quelque sorte une annexe de mettre au cœur les machines. Vous aviez cette maxime de la morale classique à l'époque de Kant, dans la métaphysique des mœurs, agit de telle façon que la maxime de ton action puisse être celle d'une loi universelle. C'est l'enjeu d'une généralisation de ma règle morale personnelle de façon à ce qu'elle puisse devenir une règle morale universelle. Et c'est ça le critère de la moralité, cette capacité à faire une généralisation qui permet de dépasser le côté particulier de ma règle pour accéder à un point de vue universel, qui est le point de vue moral pour Kant. Et voici ce que cela devient, quelques 150 ans plus tard, sous la plume de Gunther Anders, un philosophe allemand, agit de telle façon que la maxime de ton action puisse être celle de l'appareil dont tu es ou va être une pièce. Et donc, vous voyez ici la crainte qui est agitée par Gunther Anders du fait que l'être humain devient obsolète par rapport à la machine, devient en quelque sorte un accessoire qui est désormais au service de la machine. C'est une vision assez radicale, je l'admets tout à fait, mais qui a le mérite de nous alerter sur justement ce que peut être la place de l'humain dans une époque où se développe à vitesse et selon une ampleur tout à fait inédite l'intelligence artificielle et plus généralement une société numérique. Et ces inquiétudes de Gunther Anders semblent aujourd'hui relayées par des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'être frappés par la technophobie, d'être donc des ennemis de la technique, des gens comme Elon Musk, Bill Gates ou Stephen Hawking. Je cite simplement Elon Musk, alors qui a tendance à la faveur des facilités qu'offre la société numérique et les réseaux sociaux, à pas mal poster de choses. Je ne sais pas s'il réfléchit toujours longuement à la portée de ce qu'il publie, mais vous avez quand même Elon Musk qui nous dit qu'il faut faire très attention avec l'intelligence artificielle qui peut se révéler potentiellement plus dangereuse que les bombes atomiques. On croyait que les bombes atomiques c'était dangereux, mais selon Musk, l'intelligence artificielle pourrait être encore plus dangereuse. Voici ce que nous dit Bill Gates. Au début, les machines accompliront de nombreuses tâches pour nous et ne seront pas super intelligentes. Ce devrait être positif si nous le gérons bien. Quelques décennies après, cependant, l'intelligence sera assez forte pour devenir un sujet de préoccupation. Je suis d'accord avec Elon Musk et plusieurs autres sur ce point, et je ne comprends pas ceux qui ne s'inquiètent pas. Espérons que nous ne sommes pas seulement l'amorce biologique d'une super-intelligence numérique. Malheureusement, c'est de plus en plus probable. Donc, on pourrait citer aussi Stephen Hawking, mais tout ça pour dire qu'il y a une inquiétude sur ce que peut être la place de l'humain qui est relayée par les concepteurs et les acteurs de cette révolution de l'intelligence artificielle. Et il est clair que si on se réfère au transhumanisme, qui, comme vous le savez, suscite beaucoup de débats, à tort ou à raison, en tout cas fait couler beaucoup d'encre, il y a clairement, y compris parmi les promoteurs de ces grandes compagnies qu'on appelle les GAFAM, des gens qui sont totalement engagés dans ce projet du transhumanisme, d'une amélioration de l'espèce humaine. Donc l'homme non seulement augmenté par des capacités, mais carrément même amélioré, transformé, y
compris pour des aspects qui peuvent sembler tout à fait classiques dans la définition qu'on se fait d'un être humain. Je vous cite ici la déclaration transhumaniste de 1999 qui me semble tout à fait explicite. Dans son premier article, nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels et la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. En gros, c'est ça le programme d'ensemble, c'est-à-dire vraiment la transformation de la condition humaine, ce qui n'empêche pas, comme le suggère cette déclaration, un certain nombre de débats éthiques qui sont appelés de leur vœu par les auteurs de cette déclaration transhumaniste. D'autant ici que, c'est peut-être ça aussi l'ambiguïté, le transhumanisme peut, ou en tout cas se présente, ou parfois interprété comme étant une sorte de prolongement de l'humanisme de la Renaissance, de l'époque de Léonard de Vinci. Donc une sorte d'approfondissement du projet de l'humanisme classique, ce qui pour le moins, disons, mérite discussion. Et dès lors, si l'on se replace dans la perspective d'une dynamique de la science et de la morale, qui correspond au processus, ou au pluriel de la recherche et l'innovation, le modèle qui émerge aujourd'hui, même pas mal débattu en Europe, c'est le modèle, je dirais, d'une prise en compte de la dimension éthique dans la recherche et l'innovation, et la discussion, le débat éthique dans l'interaction entre les experts, qui sont les acteurs et les auteurs de cette recherche et de cette innovation, discussion et débat avec le reste de la société. Et c'est le modèle, en fait, de la recherche et innovation responsable, que von Schoenberg définit de la manière suivante: un processus transparent et interactif par lequel les acteurs et innovateurs sociétaux deviennent mutuellement réactifs l'un envers l'autre en prêtant attention à l'acceptabilité, entre parenthèses éthique, ce qui laisse penser qu'il pourrait y avoir une acceptabilité autre qu'éthique, à la soutenabilité et à la désirabilité sociétale du processus d'innovation et de ses produits commercialisables. Ce qui pose un petit problème parce que la notion de commercialisation ici laisse entendre que la recherche et l'innovation responsable concernerait avant tout des produits qui sont vendus sur un marché. Alors qu'il y a toute une réflexion à avoir, notamment, je dirais, dans les approches plus ouvertes, type open source ou autres, sur une recherche et innovation qui n'est pas destinée à être vendue sur un marché, qui est au contraire destinée à être en accès libre et gratuit. Alors, dans quelques papiers récents, j'ai essayé de montrer en fait que ce modèle était incomplet et qu'on pouvait l'élargir en prenant en considération la notion de recherche et innovation commune, c'est-à-dire en mettant en avant le caractère commun et pas simplement responsable de la recherche et l'innovation, et en considérant donc que les parties prenantes du processus interactif qui mêle plusieurs acteurs très différents, des experts, des citoyens, des associations, des gouvernements, etc., ce processus place sur un pied d'égalité en termes d'innovation les différents acteurs en présence, avec, disons, pour éviter cette asymétrie entre les différents acteurs. Alors, dans ces modèles, que ce soit recherche, innovation responsable ou recherche, innovation commune, nous sommes toujours ici dans une approche externe où on tente de réfléchir, de réguler un processus d'innovation, de recherche qui amène des nouveautés, des produits nouveaux. Je voudrais maintenant dire deux mots sur l'approche interne de ce pluralisme rationnel, de cette multiplicité de rationalités, de perspectives qu'on peut avoir sur la recherche et l'innovation. Et ici, cela nous amène à considérer non pas l'éthique et la logique, mais l'éthique dans la logique. C'est-à-dire le fait que l'éthique ne constitue plus une dimension externe à la logique, mais rentre de plein pied dans les approches de type logique. Alors les idées principales ici sont les suivantes. On peut dire que la logique et l'éthique sont séparées en deux domaines distincts par les logiciens. Pour Frege et Russell, la logique a pour objet la vérité. Pour Wittgenstein, il n'y a pas de proposition en éthique. Donc l'éthique est complètement extérieure au domaine logique, qui propose sur la notion de proposition. Donc la logique, en logique, même si le raisonnement s'étend à des considérations scientifiques à des considérations morales, comme c'est le cas par exemple dans la logique modale déontique, c'est toujours en dernière instance un calcul formel qui a pour enjeu le vrai ou le faux. Donc le passage d'une approche externe à une approche interne suggère d'envisager de nouvelles possibilités pour la logique, qui consiste à pluraliser les valeurs des propositions, qui sont non seulement des propositions épistémiques, qui ont pour enjeu le vrai ou le faux, mais qui peuvent être aussi des propositions techniques, esthétiques ou éthiques. Donc on peut envisager au sein même de la logique, tout d'abord des interprétations de propositions selon d'autres valeurs que le vrai et le faux, donc le bien et le mal, le beau et le laid, l'utile et le gratuit, et des combinaisons de propositions dotées chacune
d'interprétations différentes. C'est toute la différence pour moi entre une perspective qu'on peut appeler homologique, dans laquelle vous combinez des propositions qui appartiennent à des catégories identiques, par exemple proposition épistémique avec proposition épistémique, et d'autre part l'hétérologie, hétéros en grec ça veut dire l'autre, c'est-à-dire des propositions qui sont de catégories différentes, par exemple une proposition épistémique et une proposition éthique, qui sont combinées ensemble. Et c'est un nouveau programme de recherche en philosophie logique qu'on peut appeler le passage de la logique spéciale à la logique générale. Alors juste quelques mots pour montrer à quel point nous sommes prisonniers d'un cadre qui est assez contraignant, mais qui est tout à fait lié à l'histoire de la logique. Quelques remarques des pères fondateurs de la logique symbolique contemporaine, notamment Gottlob Frege, qui nous dit cela dans ses écrits logiques et philosophiques. Le vrai est à la logique, ce que le bien est à l'éthique, et ce que le beau est à l'esthétique. Donc il n'y a pas de place pour le bien et pour le beau dans la logique, puisque la logique est centrée sur le vrai. Bertrand Russell, dans ses Principles of Mathematics, nous dit, au début du XXe siècle, une proposition est tout ce qui peut être vrai ou faux. Donc une proposition, ça ne peut pas être autre chose. Et enfin, Wittgenstein, qui enfonce le clou, il n'existe pas de proposition éthique. Et ici, on peut tout à fait montrer à quel point, finalement, cette logique dans son histoire, y compris la logique contemporaine, souffre de ce qu'on pourrait appeler une aléthéiotropie. Alétheia en grec c'est la vérité, et une épistémotropie. Épistémé c'est la science ou la connaissance, c'est-à-dire d'une tendance historique à se centrer sur la vérité, sur la science. Et ce que je voudrais essayer de montrer, c'est qu'en fait, on peut tout à fait imaginer un élargissement de la logique contemporaine à d'autres valeurs que la vérité ou la fausseté. Alors cet élargissement me semble nécessaire et utile si l'on considère un certain nombre de raisonnements qui peuvent être considérés comme tout à fait problématiques. Je prends quelques exemples. Proposition P, un chercheur a réalisé le premier clonage humain de l'histoire. La seule question que la logique dans son état actuel peut poser sur P est est-ce que P est vrai ou faux? La logique dans son état actuel ne peut pas poser la question est-ce que c'est bien ou mal. C'est assez fâcheux si on considère qu'aujourd'hui nous avons surtout dans des modèles d'intelligence artificielle, à produire des raisonnements complexes et hybrides qui vont articuler des dimensions de rationalité différentes, la dimension scientifique, la dimension morale, etc. Autre exemple. Proposition P, un homme aveugle traverse la rue. Proposition Q, je dois aider l'homme aveugle à traverser la rue. Si on prend un des connecteurs classique qui est le conditionnel, alors, si P alors Q, cela donne la phrase suivante, si un homme aveugle traverse la rue, alors je dois aider l'homme aveugle à traverser la rue. Dans cette phrase logique, avec le connecteur du conditionnel, la proposition P a la valeur vrai ou faux, et la proposition Q a aussi la valeur vrai ou faux. Alors qu'on pourrait tout à fait se dire, si l'on prend un peu de recul, et si l'on prête attention aux usages ordinaires du langage courant, il s'agit là d'une erreur de catégorie, puisque dans la proposition Q, nous pourrions tout à fait spontanément poser la question de savoir si c'est bien ou mal d'aider un aveugle à traverser la rue. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément bien, puisque vous pouvez avoir des aveugles qui vont vous mettre un coup de canne parce qu'ils estiment qu'ils peuvent tout à fait le faire tout seuls. Donc ce serait peut-être mal en réalité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas que vrai ou faux. Ça peut être aussi bien ou mal, mais ça, ce n'est pas possible si on reste dans le cadre de la logique classique. Donc si on passe de la logique spéciale à la logique générale, on peut faire la distinction classique entre propositions simples et propositions complexes, mais simplement, on va avoir des propositions simples qui sont homologiques ou hétérologiques, selon qu'elles sont interprétées avec une dimension, qui est le vrai ou le faux, ou d'autres dimensions. Mais on pourra aussi avoir des propositions complexes qui sont homologiques ou hétérologiques, c'est-à-dire des combinaisons de propositions qui appartiennent à des catégories identiques ou qui appartiennent à des catégories différentes. Par exemple, proposition épistémique ou proposition éthique dans le cas de l'hétérologie. Alors si on essaie de prendre une vue d'ensemble de ce programme, on peut faire la différence entre sémantique, syntaxe et pragmatique. Et on voit ici que vous avez en fait dans les trois plans de la logique, et si on considère que la pragmatique fait partie de la logique, alors on a souvent tendance, du point de vue de la logique formelle, à restreindre la logique à la sémantique, à la syntaxe, mais personnellement, je ne vois pas de problème à l'élargir, comme l'a suggéré Maurice, à la pragmatique.
on voit effectivement que la logique n'est pas simplement limitée à la colonne de gauche, voyez, épistémique, mais peut être étendue à d'autres considérations, d'autres dimensions, éthiques, esthétiques ou techniques. Alors, on est tout à fait ici au cœur d'une approche interne du pluralisme rationnel, mais qui pose un certain nombre de questions, d'ordre logique ou métalogique. Le problème, à mon sens, n'est pas tellement au niveau de la sémantique ou de la pragmatique, c'est plutôt un problème qui se situe au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire la possibilité de combinaison de propositions. Et en effet, lorsqu'on regarde, par exemple, des propositions hétérologiques, c'est-à-dire une proposition épistémique qui est interprétée vrai ou faux, et une proposition éthique, la proposition Q, qui est interprétée bien ou mal, si on fait une combinaison de propositions, quelle est la valeur de la proposition complexe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Sachant que les deux propositions qui constituent les atomes logiques sont de catégories différentes. C'est un problème important qui mérite qu'on se penche sérieusement sur cette question, qui peut même nous amener à revoir un cadre classique de la logique qui permet de contourner cette difficulté. Pour ceux qui sont intéressés, je renvoie à deux articles sur lesquels j'ai travaillé. Donc, Special and General Logic, qui a été publié, et un autre qui va bientôt être publié, The Analytic and the Synthetic. Alors également des problèmes de méthode et de philosophie. Si on se réfère au clivage sens-moral, j'en ai pour une minute. Avec d'un côté cette idée qui est assez répandue selon laquelle les règles, les raisonnements et les jugements scientifiques sont objectifs et généraux, alors qu'en comparaison, les règles, raisonnements et jugements moraux sont subjectifs et particuliers. Alors, à mon sens, il s'agit d'une idée reçue, puisqu'une règle morale peut être aussi objective qu'une règle scientifique. Par exemple, si vous proposez d'autoriser dans notre société le meurtre gratuit accompli par plaisir, je peux vous assurer que vous allez vous heurter à une certaine objectivité morale de la majorité de la population qui sera certainement résolument contre, à l'exception de quelques psychopathes, sans doute. Par ailleurs, une règle scientifique est valable dans un certain contexte, à certaines conditions, comme une règle morale. Si je prends par exemple l'énoncé scientifique, si un corps chute sur Terre, il touche le sol, oui, c'est valable, sauf si vous êtes dans un contexte très particulier, vous avez une soufflerie, comme dans les essais des astronautes, vous voyez, qui les maintiennent en état donc il y a aussi une dimension contextuelle, vous voyez, dans les propositions scientifiques. Et si on essaie de voir quelles sont les applications, on voit tout à fait les applications qu'on pourrait avoir d'une logique générale, donc qui est ici développée selon une approche interne, qui intègre la dimension éthique, par exemple avec le cas de la voiture autonome, avec ce commentaire que faisait une des personnes qui travaillent sur cette question. Avant d'autoriser nos voitures à prendre des décisions éthiques, il importe que nous ayons une conversation globale pour exprimer nos préférences aux entreprises qui construiront des algorithmes moraux et aux responsables politiques qui vont les réguler. Merci pour votre attention.